Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Présentation du dossier. Françoise Berdalmasuy et Jacqueline Perron. Institut des langues vivantes, Université catholique de Louvain. Introduction. Multipliant les points de vue sur un même objet de recherche, à savoir les liens entre affect et acquisition des langues, cet ouvrage propose une approche résolument pluridisciplinaire de la didactique des langues. Il mobilise des méthodologies plurielles, issues d'épistémologies différentes, psychologie, neurosciences, rhétorique, linguistique, sociologie, pédagogie et sciences de la communication, afin de revisiter la place et le rôle de la dimension émotionnelle dans la didactique des langues et enrichir le débat à ce sujet. Ce numéro prolonge les propos théoriques et les observations présentées dans le numéro de juin 2015 de la revue « Le langage et l'homme », dirigé par F. Beder. Les auteurs des articles sont des membres du groupe de contact international, affect et acquisition des langues. Une dizaine d'experts issus de disciplines différentes se sont en effet rencontrés en 2013, 2014 et 2015 à Louvain-la-Neuve pour approfondir ce que sont les affects et leur rôle dans la cognition et la mémorisation, en vue de contribuer à optimiser l'apprentissage des langues à une époque où les voyages et échanges interculturels se développent de façon exponentielle, et où sont observées de nombreuses tensions linguistiques liées à des situations sociopolitiques conflictuelles. Plusieurs disciplines ont donc été conviées pour traiter un même objet de recherche, chacune gardant sa spécificité méthodologique et épistémologique, aucune n'ayant l'exclusive. Les auteurs experts utilisent différemment des outils similaires, avec des pertinences variées. Ils revisitent les objets d'étude avec un regard neuf, avec d'autres points de vue, sans souci de s'inscrire dans un mouvement précis, et toujours dans une volonté interdisciplinaire de croiser les perspectives. Les objectifs de ce groupe de travail sont d'ouvrir le champ des possibles en termes de réflexion théorique et d'application pratique, grâce à la confrontation d'une variété de points de vue disciplinaires et d'une pluralité de modes de compréhension. Ce recueil s'adresse à tous les professionnels des langues, enseignants, formateurs de formateurs, chercheurs, étudiants ainsi qu'aux chercheurs des disciplines citées plus haut, soucieux de décentrage. Il vise à sensibiliser les spécialistes et les praticiens au rôle central joué par les affects dans l'enseignement-apprentissage des langues, propose des pistes de réflexion basées sur des expériences riches et variées, menées dans différents pays, avec des publics diversifiés et des approches plurielles. Le contexte. Depuis les recherches faites par Damasio, 1995-1998, il est communément admis que raison et émotion sont indéfectiblement liées. Si les affects ne sont plus frappés d'interdiction en terrain éducatif, et sont désormais invités à être partie prenante de la réflexion pédagogique, c'est toutefois relativement récemment que le lien entre les émotions et l'apprentissage des langues étrangères fait l'objet de recherches donnant lieu à des publications, de Wahl, 2010. Parallèlement, l'attention croissante portée aujourd'hui au corps et à la gestualité dans l'apprentissage d'une langue dessine de nouvelles voies de recherche pour la didactique des langues, en lien avec les émotions, Aden, 2013. Par ailleurs, la perspective actionnelle présentée dans le CECRL depuis une décennie incite l'enseignant de langue à mobiliser tout l'individu, dont la compétence émotionnelle concourt à améliorer sa pratique linguistique. Acteur social à part entière, l'apprenant est perçu comme un réel locuteur, acteur Kern et Lidicott, 2008, celui qui donne un sens aux mots par la manière dont il les agence selon leur résonance cognitive et affective. Cramch, 2015 sur 179. Enfin, avec l'e-learning, les supports changent ainsi que la relation enseignant-enseigné, repositionnant de cette façon la place du local et du global, de l'intime et du public. Ce contexte étant posé, nous pouvons dégager de l'ensemble des textes trois concepts clés: transversalité, réflexivité, décodage. Transversalité. La dimension émotionnelle est transversale, elle imprègne la vie quotidienne, apparaît dans n'importe quel contexte et s'inscrit la plupart du temps dans une relation avec autrui. Elle se trouve au cœur de l'apprentissage, celui des langues en particulier, la mise en mots touchant l'être dans sa totalité. Réflexivité. La dimension réflexive et métaréflexive joue un rôle central, car elle est intimement liée aux représentations et croyances inévitablement présentes, en toile de fond, lors de la pratique plurilingue. Le processus de conscientisation permet au locuteur de se situer par rapport aux différentes langues,
de mettre à distance les idées préconçues pour franchir les barrières symboliques qui entravent le développement de la pratique et parvenir ainsi à ressentir les langues pratiquées. Décodage, la dimension d'écoute active est importante. Des outils pour décoder une séquence émotionnelle sont proposés non seulement à travers les mots et le discours, mais aussi par la prosodie, les aspects faciaux, la gestuelle et le langage corporel. Étant au plus près de son ressenti, en prise directe avec ce qui émerge des sens et son environnement, le locuteur renouvelle la perception qu'il a de la langue, se l'approprie et la partage, marquée du sceau de son individualité. Sans cesse en évolution, en mouvement dans sa perception et sa production linguistique, il se repositionne constamment par rapport aux différentes langues qu'il utilise, faisant preuve de débrouillardise. Koenig, Cramsch, 2007. Il fait un constant décodage des situations et cherche la meilleure adaptation aux situations. Dans cette triple perspective, de transversalité, de réflexivité et de décodage, on découvrira que l'enseignant de langue cherche à développer chez l'apprenant les compétences nécessaires pour une citoyenneté pluriculturelle démocratique, rendant possible l'acquisition d'un sentiment de solidarité humaine. Les émotions, en lien avec la vie sociale, sont en effet sous-tendues par des systèmes de valeurs. L'enjeu de la réflexion menée ici recouvre une dimension déontologique. Il s'agit bien de former un locuteur, acteur citoyen, responsable, détenteur du pouvoir de façonner la réalité, Cramsch 2007, tout en demeurant vigilant pour éviter le piège de la manipulation et de la marchandisation de l'émotion. Les contributions. Le premier article de ce numéro propose de faire le point sur les définitions de l'émotion, terme polysémique, en dressant un tableau récapitulatif des différentes acceptions et descriptions du concept en psychologie, M. Botella. Le deuxième article pose un regard de type plus sociologique. Il porte sur la difficulté des jeunes néerlandophones et francophones à acquérir la langue de l'autre communauté linguistique, dans un contexte de tension linguistique, où la situation politique s'invite dans la classe, elle mettait oui. Après cette perspective macro, les émotions seront ensuite envisagées dans une perspective micro, au plan strictement lexical, comme des marqueurs culturels, dont la saillance varie selon les communautés. Nous verrons comment les émotions et les sentiments contaminent le vocabulaire émotionnel d'une langue, en prenant l'exemple de la peur en italien, c'est Plantin. Dans un quatrième temps, l'analyse de textes rédigés par des adultes plurilingues dans un cours de FLE à Chypre permet de mettre en avant les points nodaux de l'apprentissage et souligne l'importance et la nécessité de proposer une réflexion de type cognitif sur la dimension affective, qui correspond à la méta-émotion de Louise Lafortune, 2005, ou à la réflexion métadiscursive de Claire Cramsch, 2008, inhérente à tout apprentissage des apostrophes. Une nouvelle langue, F. Beder et M. Kounouni. L'article qui vient en 5e position est centré sur l'aspect éminemment perceptif de la communication liée au son, au toucher et au geste, dans des situations de découverte et d'acquisition de la prononciation. L'apprenant parvient à dépasser ses craintes et à ressentir confiance et plaisir dans la prononciation de sons étranges et étrangers grâce aux gestes et à l'appui du groupe, via un dispositif en présentiel qui mobilise les affects positifs, V. Collige. Le 6e article interroge l'impact des émotions dans un apprentissage de type créatif grâce à une expérience, menée de 2012 à 2014 dans une école professionnelle en Italie, visant à répondre à la question suivante: la créativité permet-elle de faire émerger des émotions favorables à l'apprentissage, Ipuozzo? C. Cavala et F. Berdal-Mazui proposent ensuite des activités en classe pour enseigner le lexique de l'émotion en français langue étrangère, FLE, tant à l'écrit, C. Cavala qu'à l'oral, F. Berdal-Mazui. Les objectifs poursuivis sont à la fois de décrire l'émotion ressentie par le locuteur et de susciter des émotions chez l'interlocuteur. Les émotions sont considérées dans ce cas comme objet de l'apprentissage, le lexique de l'émotion et le discours sur l'émotion. Dans le 9e article, les auteurs proposent un programme original de formation à la gestion, maîtrise des émotions dans le discours. Les exercices d'origine rhétorique, pratiqués dans le cadre d'un cours de français langue maternelle, mais aisément transposables dans un cours de langue étrangère, opèrent un décentrement des émotions premières en vue d'éveiller les locuteurs à la variété des réactions affectives possibles face à un événement donné, V. Ferry et Bessan.
Le 10e article propose de placer au centre des éléments souvent considérés comme périphériques dans la pratique plurilingue. Si l'expression faciale des émotions est un code inné, universel, l'intensité et la fréquence de l'expression gestuelle varient selon les cultures et langues, DCETI 2004. L'accent est mis sur les ponts implicites qui relient les langues et les cultures, via le corps, la voix et notre fond poétique commun. Lecoq, 1997, mettant en exergue l'idée selon laquelle nous avons tous accès à un patrimoine commun. Cette compétence translangagière est personnelle et en même temps universelle, J. Perron. Enfin, en guise de conclusion et d'ouverture sur les nouveaux défis technologiques, la place des émotions dans les nouveaux modes d'apprentissage à distance sera discutée pour savoir comment les intégrer dans l'e-learning, encore fortement focalisé sur les questions cognitives, en vue de rendre l'étudiant actif dans le processus mis en place par l'enseignant, a Aguadid Pérez. Nous souhaitons que la lecture de ces articles contribue à alimenter le débat autour des liens entre les affects et l'acquisition des langues, et mobilise la motivation de chacun à poursuivre ses propres recherches, tout en nourrissant sa pratique professionnelle des découvertes et observations déjà faites dans le domaine. Donner aux affects la place qui leur revient dans le domaine de l'acquisition des langues équivaut à insuffler de la vie et du sens dans cet apprentissage linguistique. Avoir recours aux émotions pendant l'apprentissage linguistique permet d'incarner la langue accent aigu Chang RE dans le vécu de l'apprenant, de favoriser son incorporation durable et de la rendre dès lors imperceptiblement plus proche. Bibliographie. Aden Joël 2013, Apprendre par corps. www.baroblik-378-331-8-apprendre-ballet-langue-par-corps. Page consultée le 30 août 2015. Beder Fabienne, Cislaroux Gourguetta et Koffé Simon Dir, 2015, Apprentissage, enseignement et affect. Le langage et l'homme, L1. Conseil de l'Europe CE 2001. Un cadre européen commun de référence pour les langues, apprendre, enseigner, évaluer. Paris Didier. Damasio Antonio 1995, L'erreur de Descartes, la raison des émotions. Paris Odile Jacob. Damasio Antonio 1999, Le sentiment même de soi, corps, émotion, conscience. Paris Odile Jacob Kern. DCETI Jean 2004, Neurosciences, les mécanismes de l'empathie, sciences humaines 150. http://magazine-science-humaine-de004-6-page-26.htm. Consultez le 30 août 2015. De Waal Jean-Marc 2010, Emotion in Multiple Languages. Basingstoke, Palgrave Macmillan. Cramsch Claire 2008, Ecological Perspective en Foreign Language Education. Language Teaching, 41 sur 3, 389 à 408. Cramsch Claire 2015 postface. Le langage et l'homme, L1.1, 179 à 182. Kern Richard et Lydie Cotte, Anthony J. 2008, De l'apprenant au locuteur-acteur. Inge Zaraté, des Lévy et ses Cramsch et de Précis de plurilinguisme et du pluriculturalisme. Paris, Édition des Archives contemporaines. La Fortune Louise 2005, Pédagogie et psychologie des émotions. Vers la compétence émotionnelle. Québec, Presse de l'Université du Québec. Lecoq Jacques, en collaboration avec J.G. Carasso et J.C. Lalia, 1997, Le corps poétique, un enseignement de la création théâtrale. Paris, Actes Sud Papier. Les émotions en psychologie, définition et description. Marion Bottella. Université Paris Descartes. Introduction. L'émotion est un terme communément utilisé et polysémique, représentatif de plusieurs phénomènes plus ou moins indépendants. Parfois, même les chercheurs utilisent le terme émotion pour parler de choses distinctes. Dixon 2012, Luminet 2002, Nidenthal, Krote-Gruber Eric 2006-2008. Dans cet article, nous verrons comment les émotions sont définies et décrites en psychologie. 1. Définition des émotions. En 1980, Plutchik identifie 28 définitions différentes du concept d'émotion. Klein-Guina et Klein-Guina, 1981,
recense les définitions de plus de 100 auteurs spécialistes des émotions entre 1971 et 1981. Ils ont alors constaté les limites et les difficultés pour définir ce terme. 11 catégories de définition ont été trouvées. Ainsi, certains auteurs considèrent que l'émotion est la conséquence de comportements biologiquement programmés pour répondre aux situations spécifiques. Ekman, Levenson et Friesen, 1983, Isard, 1977, Eumann, 1986, alors que d'autres estiment que les émotions découlent d'un processus d'évaluation subjective de la situation. Frischda, 1986, Roseman, 1991, Scherer, 1988. D'autres auteurs encore considèrent les émotions comme la combinaison d'aspects biologiques et évaluatifs. Campos et Barrett, 1984, Johnson, Laird et Otley, 1992. Finalement, Kleingina et Kleingina, 1981, extrait une définition qui se veut consensuelle. Les émotions sont alors la conséquence d'interactions entre des facteurs objectifs et subjectifs médiés par les systèmes nerveux et neuronaux. Ces derniers génèrent des processus cognitifs d'évaluation de la situation, activent un ajustement physiologique conditionné par le niveau d'éveil et dirigent les comportements qui sont souvent expressifs, orientés et adaptés. Selon cette définition, l'émotion correspond à la fois à un état d'éveil physiologique particulier, une manière de répondre à une situation spécifique, une évaluation cognitive, des comportements expressifs et à une expérience subjective. Frischda, 1986, Leventhal et Scherer, 1987, Scherer, 1984b. 1.1. Composantes des émotions. L'émotion est donc un processus dynamique dans lequel interviennent plusieurs composantes telles que le vécu subjectif de l'individu, ses réactions physiologiques, une évaluation cognitive de la situation, une composante expressive et des tendances à l'action ou intention comportementale. Forgas, 1992, Kleingina et Kleingina, 1981, Scherer, 2000. La composante subjective englobe l'ensemble des processus mentaux se développant suite à une émotion et intervenant dans la perception d'une situation, son maintien et sa transformation en mémoire. Cette composante est aussi désignée comme une composante cognitive et expérientielle. Les mots et le langage permettent l'accès à ces processus mentaux. La composante physiologique de l'émotion correspond à l'activation physiologique générale accompagnant une expérience émotionnelle, battements cardiaques, conductance cutanée, etc. Elle prépare l'individu à agir sur son environnement de manière adaptée. La composante comportementale correspond aux réactions comportementales et expressives. Cette composante regroupe l'expression communicative, c'est-à-dire des comportements qui visent la communication de l'émotion à autrui et les réactions immédiates à une situation, réflexe. L'expression faciale est la composante comportementale la plus étudiée et la plus significative. Keltner et Ekman, 2000. Matthews, Zedner et Roberts, 2002, retiennent 5 grandes sources ou facteurs déclenchant une émotion. 1. Les agents biologiques, par exemple les drogues, l'alcool, la caféine, la nicotine. 2. Les rythmes biologiques, rythmes circadiens et hormonaux. 3. Les cognitions. 4. Les interactions sociales, sources d'émotions positives ou négatives. Et 5. La régulation des émotions. Ainsi, les personnes cherchent volontairement à changer d'émotion lorsqu'elles la considèrent insatisfaisante ou inappropriée aux activités en cours. 1.2. Les processus émotionnels. Outre les composantes des émotions, il est aussi possible de s'intéresser à leur séquence. La description de la séquence des processus a provoqué plusieurs débats qui ont permis de relativiser l'importance de la cognition dans les émotions. James, 1984, déclare qu'un stimulus conduit à une réponse physiologique et corporelle puisque la perception subjective de ce comportement conduit à l'expérience émotionnelle. Pour Cannon, 1932, l'expérience émotionnelle est parallèle au comportement. Il inverse donc le processus de James, où le stimulus engendre une expérience émotionnelle. C'est donc cette expérience émotionnelle qui va conduire à une réponse physiologique et corporelle, et non l'inverse. Ces réponses seraient au contraire les conséquences des émotions. Pour Zajon, 1980-1984, en revanche, l'expérience émotionnelle est un phénomène tout à fait indépendant de la cognition. Les réactions émotionnelles peuvent apparaître sans qu'il existe forcément une perception consciente du stimulus la provoquant. Ainsi,
le stimulus produirait une émotion inconsciente qui conduirait ensuite à l'expérience émotionnelle. Les modèles plus récents du processus émotionnel proposent une voie de feedback, grâce à laquelle il est alors possible d'agir sur le stimulus. Gross 2007 propose ainsi un modèle où tout d'abord, le stimulus attire l'attention de l'individu puis la situation est évaluée et enfin, l'individu produit une réponse. Cette réponse émotionnelle va alors agir sur le stimulus pour le réguler. 1.3. Le vocabulaire des émotions. Selon les études, le terme émotion peut renvoyer à différentes notions. Les affects désignent l'ensemble des éléments émotionnels incluant les humeurs, les états émotionnels, les traits émotionnels, les sentiments, les conduites, le tempérament, les styles affectifs et l'intelligence émotionnelle. Ces éléments sont caractérisés par une durée et un niveau d'éveil différents, manifestations physiologiques. Ils peuvent se placer sur un axe symbolisant l'interaction de l'individu avec son environnement, voire figure 1. Généralement, le terme émotion fait référence à l'état émotionnel. Le terme état émotionnel signifie mouvement vers l'extérieur. Il est de courte durée, de quelques secondes à quelques minutes, mais d'intensité élevée. Ekman et Davidson 1994. Il peut se manifester sur le plan physiologique, comportemental, expressif ou cognitif, c'est-à-dire l'expérience subjective de l'individu. Forgas 1992, Frijda 1986, Kleingina et Kleingina 1981, Luminet 2002, Scherer 2000. C'est un état transitoire en réponse à un stimulus. Ce stimulus peut être externe, provenir de l'environnement, ou intériorisé, émaner de nos pensées. Frijda 1993A, 1993B, Lazarus 1991, Scherer 1984A. Les états émotionnels ne sont pas la conséquence directe d'un stimulus mais l'évaluation du stimulus. Lazarus 1966. Dans une situation donnée, l'individu évalue la situation, les effets sur son bien-être, évaluation primaire, sa capacité à contrôler la situation et les conséquences éventuelles. Frijda 1986, Lazarus 1991, Scherer 2001. Les évaluations peuvent être automatiques, une odeur par exemple, ou découler de la signification de l'événement. Ayant toujours un objet, les états émotionnels impliquent une certaine intentionnalité. Frijda 1994. Ils sont considérés comme modulables. Frijda 1986, Gross 2007. Il s'agit d'un processus dynamique, dû à l'interaction entre l'individu et l'environnement. Les états émotionnels pourraient même impliquer et ou provoquer une action sur l'environnement. Davidson 1994, Frijda 1986, 1994. Il devient alors plus facile de les observer, que ce soit par auto- ou hétéro-évaluation. En comparaison, l'humeur, mood, correspond à une orientation affective d'une durée relativement longue, de quelques heures à quelques jours et de faible intensité. Ekman et Davidson 1994, Luminet 2002, Parkinson, Totterdell, Briner et Reynolds 1996. Elle n'a pas d'objet ou de déclencheur précis. Batson, Shaw et Olson 1992, Parkinson, Totterdell, Briner et Reynolds 1996. Elle n'aurait pas de source extérieure identifiable ou d'intentionnalité. Frijda 1994. En conséquence, l'humeur est considérée comme une disposition affective plus liée à l'environnement qu'à l'individu. Plus précisément, Lazarus 1994 suggère que l'humeur est le produit d'un rapport à soi. L'humeur est ressentie subjectivement, mais elle n'est pas liée à un état physiologique ou comportemental particulier. Elle agirait sur la cognition à plus ou moins long terme. Effectivement, Habib 1998 conçoit l'humeur comme l'ensemble des dispositions, des tendances dominantes qui forment le tempérament, le caractère. Les sentiments sont aussi inclus dans les affects. Comparés à l'état émotionnel et à l'humeur, ils sont orientés vers l'intérieur et privés, c'est-à-dire qu'ils sont plus liés à l'individu qu'à l'environnement. Damasio 1999. Ils correspondent à une disposition émotionnelle envers un objet ou un événement particulier. Luminet 2002. Il s'agit d'une expérience personnelle et subjective impliquée dans l'interprétation de l'état émotionnel. Les sentiments ne produisent pas de changement ni sur le plan comportemental et expressif, ni sur le plan physiologique.
Par conséquent, ils sont inobservables. Les sentiments renvoient à une disposition émotionnelle envers un objet ou un événement particulier. Frijda, 1994, Lazarus, 1994. Le tempérament, les traits émotionnels, les styles affectifs et l'intelligence émotionnelle sont regroupés sous le même terme. Les caractéristiques émotionnelles individuelles ou traits émotionnels, Zenasny et Lubar, 2002. Sur le principe des traits de personnalité, les traits émotionnels sont des caractéristiques de l'individu supposées stables qui modulent la nature ou la quantité des expériences émotionnelles vécues. Ils ne sont pas influencés par l'environnement. Le tempérament est une manière innée de réagir, Goldsmith, 1993. Les traits émotionnels et les styles affectifs expliquent les différences interindividuelles de vécu subjectif des affects. Les traits émotionnels sont nombreux: intelligence émotionnelle, expressivité émotionnelle, ambivalence émotionnelle, besoin d'affectivité, clarté émotionnelle, régulation émotionnelle, alexithymie, difficulté à verbaliser ses émotions, idiosyncrasie, créativité émotionnelle, intensité émotionnelle, granularité émotionnelle, capacité à segmenter les émotions en ses plus fines composantes, etc. Les confusions entre tous ces termes émotionnels pourraient venir du fait que leur expression n'est pas indépendante. Weiss et Kropanzano, 1996, considèrent que l'humeur est une composante des états émotionnels. Elle est toujours présente et modifie le fonctionnement cognitif, Luminet, 2002. Elle influence la manière de penser, d'analyser et d'agir d'un individu face à une situation émotionnelle, Davidson, 1994. Ainsi, une humeur peut participer à l'apparition d'un état émotionnel, Ekman, 1994. Selon Ekman, 1994, une humeur peut jouer à la fois sur l'intensité, le contrôle et la durée d'une émotion. Inversement, un état émotionnel peut se prolonger dans le temps et se transformer en humeur, Frijda, 1994. Sonmans et Frijda, 1994, ont démontré que plus de 50% des états émotionnels se maintiennent plus d'une heure et que plus de 30% d'entre eux peuvent même se prolonger toute une journée. 2. Description des émotions. Les émotions étant difficiles à définir, De Boni, 1996, estime qu'il est plus simple de les décrire. Les émotions sont généralement décrites selon a. L'approche catégorielle qui cherche à identifier les émotions de base qui, lorsqu'elles se combinent, donnent lieu à des émotions complexes, et b. L'approche dimensionnelle qui décrit généralement les émotions à partir de deux dimensions que sont la valence, caractère positif ou négatif d'une émotion, et le niveau d'éveil, activation physiologique de l'émotion. 2.1. Approche catégorielle. Pour plusieurs auteurs, les émotions sont caractérisées par des émotions primaires, non réductibles, dites basiques ou discrètes. Elles seraient séparées en mémoire et associées à des informations, idées et souvenirs organisés de façon catégorielle. Les émotions discrètes correspondraient à des patterns d'activation différents, James, 1884, Lange, 1885. L'approche catégorielle a pour objectif d'identifier les émotions universelles, Ekman, 1984. Elle représente alors un état ou un processus de l'organisme et possède des propriétés motivationnelles particulières, incluant les caractéristiques neurophysiologiques, expressives et subjectives, Isard, 1971. Le terme émotion de base est parfois utilisé différemment dans la littérature, Barrett, 2009, Ortoni et Turner, 1990. Effectivement, on constate que certains auteurs voient les émotions de base comme des éléments essentiels de la vie émotionnelle qui peuvent se combiner en émotions plus complexes, Niedenthal et al., 2006-2008. L'autre conception des émotions de base est plus répandue. Elle possède une base biologique et un codage génétique, Isard, 1977, MacLean, 1993, Johnson Laird et Otley, 1992, Tooby et Cosmid, 1990. Ainsi, les émotions de base sont un ensemble de réponses types ayant des spécificités à la fois comportementales et physiologiques. Ces réponses renvoient à la théorie évolutionniste de l'expression des émotions de Darwin, 1872-2001. 2.1.1. Identifier les émotions primaires. Selon la théorie évolutionniste,
l'expression humaine serait le résultat d'une sélection naturelle au cours de l'évolution, héritée de comportements animaux plus complexes. Cosmide et Tooby, 2000, Darwin 1872-2001. Ces comportements offriraient à l'individu de plus grandes chances de survie, satisfaire ses besoins ou éviter un danger. Les expressions humaines actuelles découleraient d'expressions ancestrales appelées habitudes utiles, Nidenthal et al., 2006-2008. Désormais devenues obsolètes, les expressions ancestrales demeurent manifestes dans nos expressions émotionnelles par l'association d'activités comportementales et biologiques spécifiques. Les expressions faciales servent alors de signal, permettant de communiquer aux autres les expériences émotionnelles subjectives et ainsi, de les aider à comprendre une situation. Ainsi, chaque émotion référerait à une expression et à un état émotionnel particulier. De la théorie évolutionniste découle la notion d'émotion basique. Ce seraient des émotions primaires, innées, communes à toute l'espèce humaine et irréductibles car elles descendraient d'expressions originelles et ancestrales. Une émotion basique est une émotion qui possède des patrons de réponse comportementales et physiologiques spécifiques, c'est-à-dire non observés dans les autres expériences émotionnelles. James, 1884, Lange, 1887. Suite à la théorie évolutionniste de Darwin, plusieurs auteurs se sont attachés à identifier les émotions primaires. En se basant sur les travaux de Scott, 1958, et le comportement animal, Plutchik, 1977, 1980, 1984, regroupe tous les comportements adaptatifs déclenchant une émotion. Ainsi, il a repéré 8 comportements adaptatifs liés aux émotions. L'accouplement lié à la joie, l'attaque, colère, l'appel au secours, tristesse, l'affiliation, acceptation, l'évitement, peur, le vomissement, dégoût, l'exploration, intérêt et l'immobilisation, surprise. Notons que selon Plutchik, les émotions vont par paires opposées. Joie, tristesse, acceptation, dégoût, peur, colère, surprise, anticipation. En les combinant, elles forment les émotions complexes et varient en intensité. Ainsi, la combinaison de la joie et l'acceptation désignerait l'amour tandis que l'association de la colère et du dégoût correspondrait au mépris. La distinction entre les émotions complexes et les émotions basiques est inhérente à l'approche catégorielle. Utilisant différents critères pour identifier les émotions discrètes, les listes peuvent aller de 5 à 12 émotions primaires, Nidenthal et al., 2006-2008, Ortoni et Turner, 1990, Petropoulou et Montreuil, 2006, Russell, 1994. Toutefois, la plupart des théoriciens incluent 5 émotions basiques que sont la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur. Parfois, ils ajoutent la surprise, Ekman 1984, Izard 1977, Johnson Laird et Otley 1992, Plutchik 1984. Les auteurs concluent alors à une relativement bonne validité théorique et empirique de l'approche catégorielle. Power et Dalgleish 1997, Nidenthal, Halberstadt et Insker 1999. 2.1.2 Caractéristiques et rôle des émotions primaires. Outre l'identification des émotions basiques, celles-ci possèdent aussi des caractéristiques pouvant se combiner pour former des émotions complexes. Pour Ekman 1992-1999, les émotions primaires possèdent diverses propriétés. 1. Elles possèdent un signal universel distinct. 2. Elles sont présentes chez les autres primates. 3. Elles possèdent des caractéristiques physiologiques spécifiques. 4. Elles ont des déclencheurs universels distincts. 5. Elles présentent des réponses émotionnelles cohérentes. 6. Elles se déclenchent rapidement. 7. Elles sont de courte durée. 8. Elles sont automatiquement perçues et évaluées. 9. Elles s'activent spontanément. 10. Elles réfèrent à des pensées distinctes. Et 11. Elles présentent des expériences subjectives distinctes. De plus, chaque émotion basique aurait un rôle spécifique. Caruso et Salovey, 2004. Ainsi, la joie permettrait la génération de nouvelles idées et une résolution plus intuitive des problèmes. Une peur modérée remettrait en cause les anciennes idées. La tristesse focaliserait l'attention sur les détails, mettant en évidence des aspects jusqu'alors ignorés. La colère attirerait l'attention sur la menace afin de mieux s'en protéger. Enfin, la surprise faciliterait la recherche d'informations pour comprendre le stimulus surprenant. 2.1.3 Critique de l'approche catégorielle. L'approche catégorielle des émotions a été remise en question à plusieurs reprises,
Ortoni et Turner, 1990, Panksepp, 1992, Russell, 1994. Notamment parce que les émotions de base, supposées universelles, ne le sont pas toujours. Il existe des différences en fonction de la culture, Avril 1980, Russell 1991. De plus, Russell, 1989, constate que les émotions discrètes sont fortement corrélées les unes avec les autres. Il existe une autre approche, l'approche dimensionnelle. Elle permet aussi de représenter l'ensemble des expériences émotionnelles. 2.2. Approche dimensionnelle. L'objectif de cette approche est de résumer les émotions en 2, 3 ou 4 grandes dimensions selon le principe de l'analyse factorielle. Cette approche s'appuie sur la description de Wundt, 1905, où la conscience est liée aux émotions et aux sentiments selon 3 dimensions bipolaires: plaisance-non-plaisance, relaxation-tension et calme-excitation. La dimension relaxation-tension est celle qui fut le plus étudiée par la suite, Duffy, 1941, Thayer, 1989. Duffy, 1941, définit la tension comme une activation générale de l'organisme, un niveau d'éveil. D'autres auteurs se sont intéressés à l'expression faciale, Ekman, Friesen et Ellsworth, 1982, Hollander et Florin, 1983, Schloberg, 1952-1954. Par exemple, Schloberg, 1952, inspiré des travaux de Duffy, 1941 et Woodworth, 1938, a proposé 3 facteurs. 1. Bonheur-colère qui correspond à la dimension plaisance-non-plaisance. 2. Surprise-peur qui correspond à l'acceptation-rejet. Et 3. Activation qui correspond au sommeil-tension. Les dimensions de plaisance-non-plaisance et de tension, arousal, apparaissent comme les plus consistantes, Petropoulou et Montreuil, 2006. Les théories que nous allons présenter mentionnent toutes ces 2 dimensions avec parfois un autre facteur, différent selon les modèles. La grande majorité des chercheurs s'accordent à décrire 2 dimensions, valence et niveau d'éveil, Barrett et Russell, 1999, Feldman, 1995A, 1995B, Lang, Greenwald, Bradley et Ham, 1993, Larsen et Diener, 1992, Russell, 1980-1989, Reisenstein, 1994, Schloberg, 1952, Watson et Telegun, 1985. La dimension de plaisance-non-plaisance est appelée valence de l'émotion. Elle correspond au caractère plaisant-déplaisant, agréable-désagréable, bon-mauvais, plaisir-douleur, approche-évitement ou récompense-punition que l'on attribue à une émotion. Larsen et Diener, 1992 Russell, 1989 Russell et Barrett, 1999. Cela permet de distinguer des émotions positives telles que la joie, le bonheur, la gaieté et des émotions négatives telles que la tristesse, la colère, la peur ou le dégoût. La dimension de tension réfère à la manifestation de l'émotion, à son niveau d'éveil. Un haut niveau d'éveil désigne un état d'excitation, tandis qu'un faible niveau d'éveil renvoie à un état de quiétude et de calme. Le niveau d'éveil correspond à la manifestation physiologique de l'émotion. Borg, 1982, a montré son lien avec le rythme cardiaque. Parfois, le niveau d'éveil est indiqué sous un autre nom. Russell et Barrett, 1999, mentionnent les notions d'activation, de tension, d'activité, mais toutes ces références définissent le niveau d'énergie ressenti ou la mobilisation d'un état spécifique. Le niveau d'éveil est à distinguer de l'intensité émotionnelle. Cette dernière correspond principalement à la manifestation subjective d'un état émotionnel, tandis que le niveau d'éveil correspond à une manifestation objective et observable. En plus des facteurs de valence et de niveau d'éveil, plusieurs auteurs soutiennent une approche tridimensionnelle des émotions. Bradley et Lang, 1994, Lang, 1994, Osgood, 1966, Russell et Mehrabian, 1974-1977. En 1966, Osgood va tenter de résoudre les controverses de l'époque sur la nature et le nombre de dimensions. Dans cette expérience, Osgood présente une liste d'émotions à des étudiants juges. Ceux-ci doivent ensuite labelliser 40 émotions exprimées par des étudiants acteurs à l'aide d'une liste. Grâce à des analyses multidimensionnelles sur l'expression non-verbale des émotions, Osgood identifie alors 3 facteurs émotionnels expliquant 46% de la variance. 1. Un facteur plaisance, où la joie et la jubilation s'opposent à la rage et à l'horreur. 2. Un facteur éveil,
où la complaisance s'oppose aux émotions intenses, et 3. Un facteur contrôle, où le contentement et le cynisme s'opposent la peur et l'horreur. Cette étude a l'intérêt de confirmer encore une fois la présence des facteurs valence et niveau d'éveil, mais aussi de rajouter une troisième dimension. Notons toutefois que la nature de cette dernière varie selon les études. On parle aussi parfois d'intentionnalité-non-intentionnalité des émotions. Sur la base de 2 dimensions, certains auteurs proposent de décrire les émotions à l'aide d'une structure simple ou circoncomplexe. Barrett, 2004, Larsen et Diener, 1992, Russell, 1980, 1989, Watson et Telegun, 1985. Une structure est considérée comme étant simple quand toutes les variables sont corrélées avec un seul des facteurs caractérisant la structure observée. Les circoncomplexes présentent les intercorrélations entre variables sous forme de cercles, impliquant des contraintes statistiques qui compliquent la conceptualisation dimensionnelle des émotions. Watson, Wiese, Vedia et Telegun, 1999. 2.2.1. Les modèles circomplexes. Le modèle circomplexe le plus connu est développé par Russell, 1980-2003. Son travail est basé sur l'analyse factorielle d'auto-évaluation de mots émotionnels. Les dimensions seraient représentées en mémoire, et leur combinaison permettrait la reconnaissance des expressions faciales. L'auteur obtient une solution en 2 dimensions bipolaires, valence et niveau d'éveil. Sur la dimension de valence, Russell oppose le pôle positif plaisant au pôle négatif déplaisant. Sur la dimension de niveau d'éveil, il oppose l'activation à la désactivation. En fonction de la position de l'individu sur chaque axe, il est possible de définir son état émotionnel. Par exemple, un individu ayant une activation forte de plaisir serait dans un état d'excitation. A contrario, une activation forte de déplaisir provoquerait un état de stress. Russell a volontairement créé un modèle où les pôles sont mutuellement exclusifs. Des termes opposés ne peuvent pas être ressentis en même temps. La présence d'émotions positives implique obligatoirement l'absence d'émotions négatives et inversement. Russell et Barrett, 1999. Il est courant de concevoir la valence de façon bipolaire. Bradley et Lang, 1994, Plutchik, 1980, Wundt, 1905. Les auteurs défendant le point de vue unipolaire expliquent les résultats contraires à leur théorie par des problèmes de mesure et d'analyse. Green, Goldman et Salovey, 1993. 2.2.2. L'espace évaluatif. Cacioppo et Berndson, 1994, proposent un modèle d'espace évaluatif bivarié. Selon eux, l'activation des pôles positifs et négatifs est réciproque mais sans exclusion mutuelle. Cacioppo, Gardner et Berndson, 1999. De fait, le pôle plaisant peut être plus ou moins fortement activé en même temps que le pôle déplaisant. Lorsqu'un état émotionnel est à la fois positif et négatif avec une forte activation, il se produit une sorte d'état ambivalent. A contrario, une activation réciproque de la valence et une faible intensité émotionnelle donnent lieu à un état neutre. Dans ce modèle, l'activation du système négatif a une fonction de protection tandis que l'activation du système positif a fonction d'exploration et d'apprentissage. 2.2.3. Les émotions modales. Toujours selon une approche multidimensionnelle, Scherer à 984b, 1994, il parle alors d'émotions modales. Elles sont décrites suivant un modèle circulaire avec un pôle de valence où s'opposent des émotions plaisantes et déplaisantes, et un pôle de contrôle de la situation et de ses conséquences où s'opposent un haut et un bas contrôle.
Tran 2004-2007 propose 4 catégories regroupant ces émotions modales: les émotions d'accomplissement, d'approche, antagoniste et de résignation. Les émotions d'accomplissement regroupent la valence plaisante et un haut niveau de contrôle avec des émotions telles que la fierté, l'exaltation, la joie et la satisfaction. Les émotions d'approche correspondent à une valence plaisante et un bas niveau de contrôle sur la situation avec des émotions telles que le soulagement, l'espoir, l'intérêt et la surprise. Les émotions antagonistes désignent une valence déplaisante associée à un haut niveau de contrôle avec des émotions telles que la colère, le mépris, le dégoût et l'envie. Les émotions de résignation désignent une valence déplaisante et un bas niveau de contrôle incluant la culpabilité, la honte, la peur et la tristesse. 2.2.4 Critique de l'approche dimensionnelle. Alors que l'approche catégorielle est critiquée sur l'inconsistance du nombre d'émotions de base en fonction de la théorie considérée, l'approche dimensionnelle est critiquée pour la trop grande généralité de ses dimensions, Feyerabend et Delannoy, 1985. Ces auteurs estiment que la cohérence entre les dimensions serait due à un artefact statistique. Les outils utilisés dans ces recherches conduisent nécessairement à la découverte de facteurs statistiques car dès le départ, les outils ont été construits comme tels. Scherer, 1984A, 1984B, modère ce type de critique car finalement, il est difficile de savoir si les facteurs apparaissent du fait de l'outil lui-même, de la nature des émotions ou simplement du vocabulaire disponible pour décrire les émotions. Conclusion. Finalement, quelle que soit la façon de décrire les émotions, approche catégorielle ou dimensionnelle, le choix de l'une ou l'autre des approches repose surtout sur l'outil qui sera utilisé pour la recherche. Si l'on souhaite décrire les émotions avec plus de détails, il est préférable de privilégier une approche catégorielle. Si l'on souhaite une description globale des émotions, on privilégiera une approche dimensionnelle. Bibliographie. Avril James, 1980, A Constructivist View of Emotion. In Plutchik Robert et Kellerman Henry, Emotion, Theory, Research and Experience. New York, Academic Press, volume 1, 305 à 339. Barrett Lisa Feldman, 2004, Feeling Forward. Understanding the Content in Self-Report Rating of Emotional Experience. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 266 à 281. Barrett Lisa Feldman, 2009, Variety is the Spice of Life, A Psychological Constructionist Approach to Understanding Variability in Emotion. Cognition and Emotion, 23, 1284 à 1306. Barrett Lisa Feldman et Russell James, 1999, The Structure of Current Affect, Controversy and Emerging Consensus. Current Direction in Psychological Science, 8.1 10 à 14. Batson Daniel, Shaw Laura et Olson Catherine, 1992, Differentiating Affect, Mood and Emotion, Towards Functionally Based Conceptual Distinction. Review of Personality and Social Psychology, 58, 1062 à 1072. Borg Gunnar, 1982. A Category Scale with Ratio Properties for Intermodal and Interindividual Comparison. In Gessler Hans-Georg et Peter Petzold, Psychophysical Judgment and the Process of Perception. Berlin Deutscher Verlag der Wissenschaften, 25 à 34. Bradley Margaret et Lang Peter, 2000. Affective Reaction to Acoustic Stimuli. Psychophysiology 37, 204 à 215. Cassiopo John et Bernson Gary, 1994. Relationship between attitude and evaluative space, a critical review with emphasis on the separability of positive and negative substrate. Psychological Bulletin 115-3, 401 à 423. Cassiopo John, Gardner Wendy et Bernson Gary, 1999. The Affect System HAS Parallel and Integrative Processing Component, Form Follows Function. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 839 à 855. Campos Joseph et Sternberg Craig, 1981, Perception Appraisal and Emotion, The Onset of Social Referencing. In Lambe Michael et Sherrod Loney, Infant Social Cognition, Empirical and Theoretical Consideration. Hillsdale, Erlbaum 273 à 314. Cannon Walter, 1932, The Wisdom of the Body.
New York Norton. Caruso David et Salovey Peter, 2004. The Emotional Intelligent Manager. How to Develop and Use the 4 Key Emotional Skills of Leadership. San Francisco, Josebas. Cosmid Leda et Toby John, 2000. Evolutionary Psychology and the Emotion. In Lewis Michael et Haviland Janet, Handbook of Emotion. New York, Guilford Press 91 à 115. Damasio Antonia, 1999, Le sentiment même de soi. Corps, émotion et conscience. Paris, Odile Jacob. Darwin Charles, 1872-2001. L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Paris, Rivage. Davidson Richard, 1994. Our Emotion Distinguished from Moods, Temperament and Other Related Affective Construct. In Ekman Paul et Davidson Richard, The Nature of Emotion, Fundamental Question. New York, Oxford University Press 49 à 96. De Bonny Monique, 1996, Connaître les émotions humaines. Bruxelles, Mardaga. Dixon Thomas 2012, Emotion, The History of a Keyword in Crisis. Emotion Review 4-4, 338 à 344. Duffy Elizabeth 1941, An Explanation of Emotional Phenomena Without the Use of the Concept Emotion. Journal of General Psychology, 25, 283 à 293. Ekman Paul 1984, Expression and the Nature of Emotion. In Scherer Klaus et Ekman Paul, Approaches to Emotion Hillsdale, Erlbaum 319 à 344. Ekman Paul, 1992, En Argument for Basic Emotion. Cognition and Emotion 6-3 à 4, 169 à 200. Ekman Paul 1994, Moods, Emotion and Traits. In Ekman Paul et Davidson Richard, The Nature of Emotion, Fundamental Question. New York, Oxford University Press 56 à 58. Ekman Paul et Davidson Richard, 1994, Afterword. Our Emotion Distinguished from Moods, Temperament and Other Relative Affective Construct. In Ekman Paul et Davidson Richard, The Nature of Emotion, Fundamental Question. New York, Oxford University Press 94 à 96. Ekman Paul, Friesen Wallace et Ellsworth Phoebe, 1982, Emotion in the Human Face. Cambridge, Cambridge University Press. Ekman Paul, Levenson Robert et Friesen Wallace, 1983. Autonomic Nervous System Activity Distinguishes Among Emotions, Science, 221 4616, 1208 à 1210. Feldman Lisa, 1995a, Variation in the Circumplex Structure of Emotion. Personality and Social Psychology Bulletin 21, 806 à 817. Feldman Lisa, 1995b. Valence Focus and Arousal Focus, Individual Difference in the Structure of Affective Experience. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 153 à 166. Feyerheisen Pierre et Delannoy Jacques Dominique, 1985, Psychologie du geste. Bruxelles Mardaga. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.